Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une table ronde d'une petite heure et demie, une grosse heure et demie, on va essayer de ne pas dépasser, axée sur la question des mutations. Mutations numériques d'abord de façon générale, et puis mutations scolaires, comment la mutation numérique peut impacter les écoles. Il y aura une question piège à la fin pour nos 5 invités, donc je préfère vous prévenir, comme ça vous pouvez la préparer. On vous demandera en 1 minute, dans 1 heure et demie, de nous expliquer à quoi ressemblera l'école du futur selon vous. Voilà, vous avez 1 heure et demie pour préparer cette petite question. Alors, l'occasion donc de vous présenter les 5 intervenants. Donc, tout au bout, Bruno Devauchel, professeur de lettres, histoire, docteur en sciences de l'éducation. Il mène des recherches au laboratoire des technologies numériques pour l'éducation à l'université de Poitiers. Auteur de nombreux ouvrages, également de chroniques sur la revue en ligne Le Café Pédagogique, que je pense la plupart d'entre vous connaissent. Juste à côté, Marc Cromlinck, docteur en psychologie de l'UCL, professeur également. Il a mené plusieurs recherches sur les processus de la coordination œil-tête, les mécanismes d'orientation du regard et les mécanismes nerveux de la reconnaissance des visages. Au milieu de l'Assemblée, Marcel Lebrun, docteur en sciences, professeur en technologie de l'éducation à l'Institut de pédagogie universitaire et des multimédias de l'UCL, à l'origine également de la plateforme Claroline, dont il préside encore aujourd'hui le consortium. Bruno Schröder, directeur technologique de Microsoft Belux, dans ce cadre-là, a été amené à analyser les besoins technologiques actuels et futurs des populations. Une carrière longue qu'il a menée de Unisys à Microsoft en passant par BIM ou Matra. Et Bruno Schröder est un visionnaire incompris puisqu'il y a 30 ans, il disait « Un jour, tout le monde aura une adresse email » et le monde riait en disant « Mais à quoi donc ça pourrait bien servir ?» Et enfin, Olivier Servet, docteur en anthropologie, bachelier en théologie, licencié en histoire et en sciences religieuses, diplômé en sciences et religions, membre du laboratoire d'anthropologie prospective à l'UCL, professeur invité à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Ses recherches en anthropologie l'ont mené à rédiger un ouvrage d'une expérience de l'humanité virtuelle paru en 2013. Et donc nos 5 invités, d'une façon ou d'une autre, ont observé, ont peut-être même orienté la mutation numérique et la mutation scolaire dont nous allons parler. Donc je vous propose 3 temps, une première séquence d'une 50aine de minutes où on va parler vraiment de mutation numérique au sens large. Ensuite, une petite vidéo de respiration de 5 minutes qui permettra de faire une transition sur la question de la mutation scolaire ou bien de la mutation numérique dans un milieu scolaire. Donc il y aura 7 petites vidéos qui permettront chaque fois de rebondir, de faire un tour de table et d'aborder un sujet un peu plus précis. Nous allons lancer la première vidéo tout de suite et je peux peut-être vous inviter, si vous voulez bien la voir, à rejoindre en fait vos places ou à tourner votre tête de 180 degrés, mais c'est comme vous préférez. C'est peut-être moins confortable. Ah, et alors les fauteuils sont sur roulette également, me dit-on. Donc, voilà. Donc le numérique n'empêche pas l'exercice physique, hein, c'est important de maintenir sa forme. Voilà. Donc on va commencer par une vidéo de Jean-Claude Guibaud, qu'on ne présente pas non plus, écrivain, essayiste, conférencier, journaliste français, Le Nouvel Obs, Le Monde, Reporters sans frontières et également La Vie ou La Croix. Et on lui demandait l'année passée comment il définirait Internet. Il est assez pratique d'utiliser une métaphore. Je sais bien que les métaphores, on peut discuter, elles ont leurs limites, etc. Mais je pense quand même que c'est une métaphore qui rend assez bien compte du réel. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'irruption d'Internet, c'est l'équivalent de l'arrivée d'un 6e continent. Nous pensions tous que le monde, il y avait 5 continents, on a appris ça à l'école, et aujourd'hui, force nous est de constater qu'il n'y en a pas 5, mais 6, avec un 6e continent qui surgit, qui devient prépondérant, et qui est à bien des égards complexe et bizarroïde. Il est partout et nulle part, il est virtuel, il grandit sans cesse de manière exponentielle. On n'arrive pas à chiffrer le nombre de milliards de sites nouveaux qui s'ajoutent chaque jour sur Internet. Autre caractéristique, on ne sait pas le définir, c'est-à-dire que nous n'avons pas dans notre cerveau les concepts qui nous permettraient de le penser. Autrement dit, cette fois, les progrès techniques sont allés plus vite que la pensée. C'est une réalité qui est impensée
encore. Ça ne veut pas dire qu'elle soit impensable, mais elle n'a pas encore été pensée. Donc évidemment, c'est quelque chose d'assez troublant. Et j'ajoute que d'un strict point de vue quantitatif, on n'en prend pas assez conscience. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire des hommes qu'une technologie se développe à l'échelle planétaire aussi vite et aussi massivement. Voilà, donc vous pouvez maintenant revenir sur vos jolis fauteuils. Je profite de cet exercice physique pour rappeler également à tout le monde qu'on peut tweeter. Donc si vous avez un smartphone, vous pouvez envoyer soit des questions, soit des commentaires au hashtag UDT_CGEC, UDT_CGEC. Ils vont défiler sur le tweet wall ici à votre gauche. Si on en a l'occasion, on rebondira sur l'un ou l'autre. Ce qui n'empêche pas qu'on peut évidemment couper le son de son smartphone pendant qu'on fait cet exercice. Alors, est-ce que, comme le dit M. Guibaud, il y a réellement un 6e continent dont nous n'avons pas les concepts? Peut-être d'abord d'un point de vue anthropologique, Olivier Servet. Ça marche? Mais comme anthropologue, je crois que c'est la dimension relationnelle moi, qui retient mon attention. Donc Internet, c'est d'abord une nouvelle manière de faire relation avec d'autres, au pluriel. Et d'ailleurs, le pluriel est vraiment de rigueur, puisqu'on parle d'Internet au singulier, mais je crois que, comme l'a dit Guibaud, c'est une complexité d'abord, donc une complexité relationnelle nouvelle. D'accord, merci. Alors, d'un point de vue technologique, Bruno Schröder, peut-être. Moi, je ne dirais pas que c'est un continent, je dirais que c'est plutôt une nouvelle couche atmosphérique, en fait. Il a raison quand il dit que c'est partout et qu'on ne sait pas le penser ou le définir. C'est comme l'atmosphère. Voilà, on est dedans. Tout le monde y est plus ou moins et on y a tous plus ou moins accès d'une manière ou d'une autre. Et si je peux faire l'analogie avec l'air que nous respirons, l'information que nous respirons, c'est un peu... Enfin voilà. Couche atmosphérique, je dirais. D'accord. Et est-ce que finalement, comme une voiture, on peut faire abstraction des concepts techniques pour la piloter ? Pour la piloter, certainement pas. Enfin, pour piloter Internet, certainement pas. On n'est pas encore au stade où le niveau d'abstraction est monté, je dirais, suffisamment haut pour qu'on puisse ne pas se soucier de ce que ça représente. Mais je dirais pour la plupart des utilisateurs, oui. On n'a pas trop de problèmes. Maintenant, si nous voulons vraiment en tirer le maximum de bénéfices, je pense que c'est important de commencer à comprendre ou s'intéresser à la manière dont on développe des applications, à comment on peut aller puiser dans l'information qui est là et comment on peut la rendre opératoire, en faire quelque chose, non pas pour des projets qui sont définis par des gens extérieurs, je veux dire du type Facebook ou Google ou d'autres, mais pour des projets qui sont les nôtres en fait. D'où le besoin d'apprendre ou la capacité à programmer. D'accord. Marc Cromlinck, alors peut-être d'un point de vue scientifique, est-ce qu'on dispose des outils pour appréhender ces nouveaux concepts ? Moi, je suis d'accord pour parler de mutation, pas simplement d'innovation, dans un sens où on voit apparaître une sorte de non-linéarité. On n'est plus dans une progression linéaire avec des innovations qui s'accumulent. J'ai l'impression qu'une mutation, c'est au fond quelque chose qui survient dans l'histoire de Homo sapiens et qui, d'une certaine manière, a la capacité de changer la logique du monde. Aussi bien au point de vue relationnel, au point de vue éthique, au point de vue psychologique. Donc c'est quelque chose qui est rare dans l'histoire d'Homo sapiens. Je crois que, je disais tout à l'heure dans mon atelier, la première grande mutation, c'est certainement les peintures rupestres au Paléolithique, quand les hommes se sont mis à externaliser leur contenu de conscience sur les parois de la caverne, et ils inventent la peinture, ils inventent l'art au fond. Puis il y a l'écriture, où tout à coup la culture, elle peut être ou la parole peut être soumise à l'écrit. Je pense qu'il y a probablement l'imprimerie et puis le numérique. Donc ça doit être quelque chose comme cette très grande révolution. Et je crois que le cerveau humain, faut bien nous dire qu'on est toujours anatomiquement, macroscopiquement, avec un cerveau de chasseur-cueilleur. C'est-à-dire de nos ancêtres, les premiers Homo sapiens, donc 150 000 ans. Voilà. Maintenant, la plasticité cérébrale fait que le cerveau est confronté, sollicité par ces grandes mutations. Et l'écriture a été certainement... les travaux de neurophysiologie montrent que
l'écriture a produit des phénomènes de plasticité tout à fait spécifiques. Je crois que le numérique va faire la même chose. D'accord. Alors peut-être Marcel Lebrun et puis Bruno de Vauchel, d'un point de vue plus pédagogique, est-ce qu'on apprend ou est-ce qu'on est capable d'enseigner ces nouveaux concepts qui nous permettraient d'appréhender Internet? Bien. Enseigner ces nouveaux concepts dans un... On a parlé du nouveau continent, on a parlé de l'atmosphère. Moi j'aime bien le mot univers, finalement. Univers dans le sens où... Depuis la relativité que nous connaissons, nous savons que non seulement la Terre n'est plus au centre de l'univers, je dis par là le maître sur l'estrade, quelque part très, très central, mais le centre est partout et la périphérie est nulle part finalement. Et donc je suis assez d'accord aussi avec cette non-linéarité. On a été habitué dans nos schémas à avoir des vues assez déterministes, la cause et l'effet. Et je pense que quand on introduit une telle complexité finalement au sens vraiment des systèmes complexes, la formation est extrêmement difficile, elle s'acquiert et nous le faisons déjà par l'expérience. Nous recablons finalement nos structures par l'expérience. Je pense que la formation n'est pas pour moi tant une formation technique. J'entendais encore dans un pays que je ne citerai pas, oui, on va enseigner la culture numérique, donc on va mettre des cours d'informatique. Oui, mais enfin, c'est ne rien comprendre. L'informatique n'est pas le numérique dans le sens où Bruno l'a introduit comme quelque chose de sociétal. Donc il se vit dans l'interaction, je reprends des mots qui ont été dits, dans l'interaction avec les pairs, les communautés d'enseignants, mais aussi nos élèves, etc. Et donc c'est l'échange de pratiques, me semble-t-il, qui doit nous guider dans ce domaine-là. On doit être solidaire par rapport à cette complexité. De Vauchel. Je vais me permettre de reprendre un petit peu la question initiale du 6e continent. Pour moi, il n'y a pas de 6e continent, si ce n'est que c'est un continent. Si vous voulez, c'est l'histoire de l'évolution. Vous savez, les âges glaciaires, et puis après ça, vous avez les mers. En fait, ces continents-là, ils existent depuis longtemps. C'est le continent de la pronence que j'évoquais ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement, nous voyons apparaître en ce moment, parce que le numérique le rend visible, des choses que nous ne voyions pas vivre, mais qui étaient déjà présentes. Simplement, elles ne pouvaient pas s'exprimer de la même façon. Et du coup, ce continent d'apprenance qui apparaît aujourd'hui nous apparaît affolant parce qu'il nous pose la question de nos métiers, en nous disant, mais attention, où se situe ce qu'il faut enseigner, où se situe ce qu'il faut apprendre, comment je me situe par rapport à ce qu'il faut apprendre, est-ce qu'il n'y a pas un vertige d'apprendre qui s'ouvre à nous? Et effectivement, la particularité des continents, lorsqu'ils émergent, c'est qu'ils montrent aussi qu'ils ne font pas qu'émerger, ils continuent de grandir parfois, et parfois ils donnent le vertige. Et je pense que ce qui impressionne beaucoup, c'est que le numérique, c'est une montagne jeune. C'est une montagne qui émerge très rapidement. Et elle émerge tellement rapidement à l'image de l'histoire, de l'évolution des technologies. On a mis très longtemps à arriver au moteur, on a mis beaucoup moins de temps à arriver à l'électricité, on met encore beaucoup moins de temps à arriver à la communication numérique. Et donc c'est cette accélération qui nous donne cette impression d'un nouveau continent, mais ce n'est jamais qu'un continent qui émerge. Ce n'est pas un nouveau continent, c'est un continent qui existait déjà, qui était enfoui sous les glaces, et désormais avec le réchauffement climatique, c'est l'époque d'en parler, eh bien il apparaît aux yeux de tout le monde. Maintenant il faut que nous en emparions. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui ensemble.